Chers amis, shalom. Heureux de vous retrouver pour notre troisième rencontre. On va parler de Binyamin Ze'ev Herzl. Je vous rappelle, nous avons hier célébré son 160e anniversaire. C'était le 10 Iyar. D'après le calendrier juif, naturellement, il est né le 2 mai 1860. Et aujourd'hui, on va plus se pencher sur sa personnalité, sur ce qu'il ce qu'il a acquis véritablement, ce qu'il a atteint. Et peut-être, je voudrais commencer par citer d'ailleurs ses détracteurs. Parce que lorsque vous faites par exemple Herzl ou des films sur Herzl en hébreu sur la toile, sur YouTube, eh bien les premières choses qui apparaissent malheureusement, ce sont des choses qui ne sont pas véritablement des louanges, mais qui sont une véritable comment dire, alilat d'âme, des véritables accusations sans beaucoup de fondements, mais auxquelles on doit quand même prêter attention et qui en disent beaucoup sur le succès de Herzl. Il ne passe pas une année, 116 ans après son extinction, sans qu'un livre ou plusieurs livres paraissent dans différentes langues sur cette personne. Et parmi ces choses, eh bien, il y a aussi beaucoup de détracteurs qui citent, entre autres, par exemple, qu'il avait l'intention de nous dévier de notre fidélité tant à notre terre qu'à notre judaïsme, qu'à l'orthodoxie. Et ils disent en cela, regardez le projet de l'Ouganda, regardez la famille d'où il venait, regardez ses enfants, ce qu'ils sont devenus, ils se sont suicidés, ils se sont convertis au christianisme, regardez son projet de convertir tout le peuple juif au christianisme, etc., etc., etc. Et puis, chaque fois, quelle que soit cette accusation qu'on prenne, je ne vais pas toutes les traiter, le temps est trop bref, mais je vais en prendre les essentiels peut-être. Tous ont fait feu de tout bois pour essayer de diffamer cette personne qui a véritablement, qui a fait revenir, qui a donné un réveil sans précédent à notre peuple dans ces derniers siècles. Première accusation, il vient d'une famille assimilée et son agenda, c'était d'amener à l'assimilation du peuple juif. On l'a déjà vu. Et son parcours d'enfant, effectivement, il est né dans une famille qui n'était pas une famille qu'on pourrait dire orthodoxe, mais une famille en partie pratiquante, pour dire traditionnaliste. Je rappelle le personnage de son grand-père, Shimon Leibel, qui était le Gabbai, le Chazan, le Shaliach Tzibour dans la synagogue de Zemlin, la communauté du Rav Yehuda El-Kalai, un des précurseurs de Sion, et qui a eu grande influence sur Binyamin Ze'ev Herzl. Je rappelle sa bar mitzvah, je rappelle son école primaire juive, et je rappelle effectivement que même s'il est né en tant que Théodore Herzl, toute sa vie était un parcours de Théodore à Binyamin Ze'ev. Toute sa vie était un choix à différents parcours où chaque fois, entre tourner vers l'assimilation et tourner vers son identité juive, son choix était univoque vers son identité juive. Une accusation de poids est qu'on dit qu'il voulait amener à la conversion de masse du peuple juif. Et sur cela, on se fonde sur un passage de sa vie avant la publication de l'État juif, etc., où il disait qu'effectivement, pour régler le problème juif, peut-être qu'on devrait amener les juifs à adopter, à épouser la foi chrétienne et de manière très honorable, accompagner les juifs uniquement deviennent à cela. Mais là, il faut dire que c'est une chose qui a été rendue connue par un de ses admirateurs, un écrivain juif
autrichien. Son nom va me revenir dans un œuvre qui s'appelle la chronique des temps perdus, Stefan Zweig. Stefan Zweig qui relate une chose que Herzl a notée uniquement dans ses carnets personnels et naturellement dont il n'a rien fait, juste pour nous dire comment il pouvait se tromper alors qu'il cherchait son chemin dans comment rendre meilleure véritablement la vie des Juifs. Effectivement, à une époque où il était à un stade assez assimilé, eh bien, ce sont parmi maintes pensées des pensées qui lui ont traversé la tête. Ses détracteurs ont pris ces pensées que, honnêtement, il a notées dans ses carnets, dans son journal personnel et ont fait un véritable programme stratégique comme si Herzl avait quelque intention d'en faire quoi que ce soit. Deuxième chose, troisième chose, nous avons mentionné le projet de l'Ouganda. Le projet de l'Ouganda qui était un projet qui a vu jour en 1903 après le pogrom de Kishinev, qui était à l'époque un pogrom sans précédent. Plus de 40 juifs ont été massacrés, assassinés, des femmes violées, la moitié de la population de Kishinev, qui était formée de juifs, a été cambriolée, etc., etc. Enfin, quelque chose qui était reçu comme un coup de tonnerre véritable, une terreur dans le peuple juif. Et effectivement, on a compris qu'on n'avait plus le temps. On n'avait plus le temps d'attendre et qu'il fallait entreprendre quelque chose. Et voilà que les Britanniques arrivent avec un projet. Écoutez, nous ne pouvons pas vous offrir Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous appartient pas, mais on peut vous offrir quelque chose de moindre qui est dans le Kenya actuel, un territoire appelé Ouganda, frontière Ouganda-Kenya, dans les steppes du Kenya. Est-ce que vous voulez le recevoir? Vous pouvez prendre, c'est à prendre ou à laisser. Et effectivement, il y a vote dans l'organisation sioniste. Et c'est un vote qui divise cette organisation, qui la scinde en deux, où il y a un vote pas pour accepter ou pas accepter ce projet, mais pour envoyer une commission d'enquête au Kenya pour voir dans quelle mesure est-ce que c'est faisable. Mais même Herzl, qui soutient ce vote, il dit, écoutez, chers amis, ça ne vient jamais remplacer en lieu et place de Sion, c'est juste, comme on pourrait dire, un asile, un refuge de nuit où pourront être accueillis quelques milliers de juifs, tout au plus. Il l'écrit dans plusieurs de ses lettres, dans ses carnets aussi, qu'il n'avait jamais à l'esprit de remplacer Eretz Israël. Et effectivement, il vient après le vote au Congrès et il dit Imesh Kacher Yerushalayim, si je t'oublie, Jérusalem, Tishkach Yemini, que ma main droite se dessèche, etc., etc. Il donne un serment véritable, vrai de serment, qu'il n'a aucune intention de renier à Sion. Et pour anticiper peut-être un peu, je voudrais parler ici et citer un autre grand leader et adepte de Herzl, leader sioniste, c'est Zev Jabotinsky, le fondateur du mouvement révisionniste, Cherut, Likoud, etc., etc. Ensuite, pour qui ce congrès en 1903, immédiatement après le pogrom de Kishinev, il a eu lieu en avril. Les congrès d'habitude avaient lieu en été. Il est là, c'est son premier congrès. Il vient à peine il n'a pas encore 24 ans et il entend Herzl pour la première fois. Il le voit prêter serment et il dit la chose suivante. Je l'ai cru. Nous l'avons tous cru, nous avions tous foi en lui. Mais j'ai voté contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas soutenir. Et c'est pour ça qu'avec tous les sionistes russes, juifs russes naturellement, nous avons voté.
nous avons voté contre. Mais même dans ce qu'on appelle paracha, l'affaire de l'Ouganda, c'était quelque chose dans lequel Herzl voyait une solution ad hoc à un problème vital qui est de pikuach nefesh pour sauver des vies dans l'immédiat des Juifs russes, pas seulement ceux de Kishinev, mais tous ceux qui sont en danger. C'était l'époque où il y avait beaucoup de pogroms, pas seulement à Kishinev, et ça allait crescendo. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que malheureusement, et peut-être pas malheureusement, vous savez, une grande personne est jaugée pas seulement par la quantité de ses admirateurs, mais avant tout par la quantité de ses détracteurs, voire de ses ennemis, y compris au sein de son propre peuple. Pour la simple raison que quelqu'un qui vient changer un statu quo du tout au tout, il est naturel qu'il soit accueilli pas seulement par des ovations et des applaudissements, mais aussi par des personnes qui ont trouvé leur place dans cette réalité telle qu'elle est et qui repousse à un lointain avenir des espérances qui très souvent, à leurs yeux, sont assez éphémères. Et là, je voudrais revenir quand même sur une note critique qu'on pourrait dire au sujet de Benjamin Zeev Herzl. Après le projet de l'Ouganda, l'organisation se scinde en deux et c'est seulement à quelques mois de son décès, en juin, si je ne me trompe pas, de 1904, qu'il y a une conférence de réconciliation où les deux flancs du mouvement sioniste, qu'on appelle les ougandistes et les anti-ougandistes, font la paix entre eux, comprenant que personne ne prenait véritablement au sérieux ce projet, et que c'était véritablement juste quelque chose de ad hoc, comme je l'ai dit, etc. Mais cela dit, Herzl quitte ce monde à Tammuz Taf Reish Samer Dalet, 1904, en juillet 1904, et déchiré, et ses projets ne sont pas réalisés. Il a rencontré tous les grands de ce monde. Il a rencontré 5 fois le sultan ottoman, il a rencontré le premier ministre russe, il a rencontré 3 fois, comme on l'a vu hier, l'empereur allemand, il a rencontré des hauts dignitaires britanniques, il a rencontré entre autres Lord Balfour, qui à l'époque occupait, si je ne me trompe pas, était même Premier ministre de Grande-Bretagne. Il a rencontré des hauts dignitaires de partout. Il a fait maints congrès, mais finalement, au niveau politique, il n'a rien eu, si ce n'est l'Ouganda, si ce n'est encore après le projet de El Arish, où on nous proposait une terre dans la région de El Arish, dans le Sinaï. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, le mouvement sioniste est en perte de vitesse. Après le départ de Herzl, eh bien, il est remplacé par David Wolfson. Bien entendu, des centaines et des centaines comment dire, de groupes, de points sionistes, d'organisations sionistes, eh bien, de branches du mouvement sioniste sont dispersées au travers du monde entier. Herzl est vu comme quelqu'un, comme un leader véritablement d'un ordre messianique, prophétique. À ses obsèques participent des centaines et des centaines de milliers de personnes à Vienne. Il veut que
que ces obsèques se passent dans un silence le plus complet, qu'aucun discours ne soit prononcé. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que les pauvres juifs sont ensevelis. Il demande à son médecin de prolonger sa vie d'encore quelques heures pour que sa mère bien-aimée puisse venir encore lui dire adieu ces derniers mots. Il est malade au cœur. Il voit que des dizaines et des dizaines de personnes sont là à sa fenêtre pour essayer de voir ce qui se passe. Il se relève, il voit, c'est des jeunes, et puis avant de pousser son dernier souffle, il dit avec ces jeunes, nous allons véritablement revenir à Sion. Le rêve ne sera plus le rêve deviendra une réalité, etc., etc. Mais cela dit, il est enseveli à Vienne, aux côtés de son père, et avec une lettre, ses derniers vœux, où il dit que de le réenterrer en Eretz Israël, pas avant qu'un État juif n'y soit formé. Et effectivement, en 1949, une fois la guerre d'indépendance, une fois la victoire remportée, eh bien, il est enseveli en Eretz Israël sur le mont Herzl. D'ailleurs, je vous rappelle le livre, pas seulement à ce sujet, mais au sujet de Herzl, du docteur Yitzhak Weiss, George Weiss, Théodore Herzl, une nouvelle lecture qui est apparue en français, et c'est son père qui a cousu le linceul dont était couvert le tombeau de Herzl, et c'est cette histoire qui a pour lui servi quelque chose d'un trigger, de quelqu'un qui l'a incité à écrire, à faire une recherche de 8 ans sur Herzl, à écrire ce livre. Bon, maintenant on retourne à notre histoire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a véritablement fait? Et là, je pense que pour le comprendre, il faut lire comment est-ce qu'il a été perçu dans le monde juif. Lorsque Herzl voyageait et il arrivait dans différents lieux de résidence des Juifs, eh bien, il était reçu comme un véritable Messie. Lorsqu'il arrive à Vilna, eh bien, toute la ville, tous les Juifs de la ville, Vilna, il faut le comprendre, c'est la capitale véritable du peuple juif en exil. C'est là où il y a les grandes yeshivot, c'est là où il y a les grands débuts du mouvement sioniste, c'est là où il y a une quantité invraisemblable de juifs. Lorsqu'il arrive là-bas, son carrosse ne peut pas avancer pour la simple raison que toutes les rues sont embouteillées, bouchées de juifs qui sont venus à sa sortie. Le grand rabbin de Vilna, le Rav Cohen, vient le recevoir avec les Sifrei Torah et lui fait la Birkat Kohanim dans la rue. On lui crie Herzl Melech Israël, Herzl Melech Israël. Dans ses carnets, il note Yamei Vilna comme quelque chose qu'il a complètement secoué. Il est reçu parmi énorme quantité de rabbins. Je vais citer un rabbin en Afrique du Nord, le Rabbi Khalfon Moshe HaKohen de Djerba. C'est ainsi qu'il dit, l'esprit divin a commencé à agir en ce personnage sublime, par qui se réalisa la décision divine, l'idée sioniste. C'est pas seulement qu'il n'a pas été écouté, mais nombreux sont ceux qui se sont opposés à lui. Ce personnage valeureux a consacré tous ses jours à ce but idéal, de rendre l'idéal de retour à Sion une réalité. Im tirtsu enzo agada. Et voici, ça c'est un témoignage d'un simple juif
qui a été d'ailleurs écrit en yiddish, qui est apparu, qui a été traduit en hébreu, et là je l'ai traduit en français. C'est ainsi qu'il écrit. Et voilà que subitement, un éclair a transpercé le ciel de notre exil. Un homme assoiffé de paix, ou pacifiste, Rodef Shalom en hébreu, un homme assoiffé de paix d'un tout nouvel ordre. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la paix entre le rêve et la réalité. Un appel s'est fait entendre fort et haut. Si vous le désirez, ce ne sera plus un rêve. Im tirtsu enzo agada. Comme un musicien de génie invente une nouvelle mélodie qui n'a jamais existé et qui s'est transformée d'un coup en besoin vital, c'est ainsi que sonnait sur les lèvres des Juifs ce nouveau nom, Dr Theodor Herzl. Avec ce nom, une lumière nouvelle est venue éclairer la vie des Juifs. Les mots du Sidour, qu'on prononçait sans force, ont reçu une signification des plus concrètes. Je fais référence, bien entendu, aux paroles au sujet du retour à Sion, l'an prochain à Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem, avec lequel prendront fin tous les problèmes des Juifs. C'est seulement alors que nous nous sommes rendus compte combien nous étions des apicorsim, des incroyants. Ces prières dans nos lèvres se sont rongées, usées, leur éclat s'est effacé et a perdu sa couleur. Avec le nom de Herzl, nos prières ont repris vie. Sion est devenu proche, toute proche et visible. L'an prochain est devenu un but immédiat de la vie et pas un désir lointain pour après notre mort. Et on voit que Herzl, il a tout d'abord fait une chose très simple mais très difficile. Les Juifs ont pris foi en eux-mêmes. Les Juifs ont commencé à croire dans leurs prières. Les Juifs ont commencé à croire que le retour à Sion n'est pas une vaine prière pour des temps qu'on ne vivra, où on ne sera plus là, mais quelque chose de réalisable et qui est en train de se réaliser à nos yeux. Ils ont vu qu'ils étaient reçus au travers Herzl par les grands de ce monde, qu'on croyait à leurs idéaux, et que le monde, les grands de ce monde étaient prêts à se mobiliser pour la réalisation de ce but. Et puis, il y a encore une autre chose qu'il faut dire. On l'a dit hier, Herzl, quand il est né et quand il a grandi dans une Europe où le peuple juif en tant que tel n'existait plus. Il y avait des Français de foi mosaïque, des Allemands israélites, des Italiens, des Anglais, des Belges, des Hollandais, de foi juive. Nation juive était quelque chose de relégué dans un temps antique ou dans un temps messianique. Ça faisait partie de l'eschatologie et pas de l'histoire. Entre-temps, on est là, on est citoyen d'autres pays. Je ne l'ai pas dit à notre première rencontre sur Herzl, mais il voulait rassembler le congrès au début, pas à Bâle, mais à Munich. Baruch Hashem qu'il n'ait pas réussi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Parce que tous les rabbins de Munich se sont unis pour la première fois, tant réformistes, libéraux que orthodoxes, pour s'opposer à ce congrès en disant quoi? Que le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Nous ne sommes plus une nation. Nous sommes une religion. Et nous sommes des citoyens allemands. L'Allemagne vient de s'unir, elle vient de nous accorder les pleins droits. Nous sommes allemands. Nous allons le prouver pendant la Première Guerre mondiale où nous allons nous mobiliser 100 000 juifs dans l'armée allemande à combattre des millions d'autres juifs qui combattent dans toutes les autres armées. Et c'est ainsi qu'en 1897, les rabbins de tous bords s'opposent au congrès sioniste
en prétendant que l'idée de retour à Sion et pour former un État juif aujourd'hui, c'est de l'ordre de l'incroyance, c'est de l'ordre de l'infidélité à la tradition juive. Et c'est pour ça, c'est ainsi que Herzl vient faire le congrès à Bâle. D'ailleurs, quelques détails sur le caractère juif. Pourquoi est-ce que Bâle a été choisi? Eh bien, Herzl avait des conditions sine qua non. Le congrès doit être fait dans une ville avec une présence juive, une communauté juive, avec un restaurant cachère, des synagogues où tous les juifs peuvent respecter peuvent venir prier, etc. D'ailleurs, lui, la veille du congrès, le Shabbat, il est venu prononcer, il est monté à la Torah, et d'autres rabbins, le Rav Weinberg, si je me trompe pas, Yechiel Weinberg et d'autres, ils disent, ils étaient là, ils étaient présents. Ils étaient présents quand il est monté à la Torah et ils disent, écoutez, nous n'avons jamais entendu une bracha aussi émouvante en troisième, après Cohen Velevi, eh bien, Herzl est monté à la Torah pour dire les brachot et ensuite de noter dans son journal, dans son carnet et dire j'étais encore plus ému par ces paroles de la broche, comme il l'appelle, de la bracha, prononcées en montant à mon alia à la Torah, que pendant tous les discours du premier congrès sioniste. Il faut savoir, au premier congrès sioniste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore une chose très importante. Durant son discours, il dit pas seulement, comme on l'a vu hier, avant-hier, nous sommes un peuple un, où il rappelle le peuple juif à son caractère national, même avant d'être une religion, parallèlement à notre fait d'être une religion. Mais il dit encore une chose. Le retour à Sion est avant tout un retour à à la judéité. C'est ainsi qu'il faut le traduire. Un retour à la judéité, à notre identité juive. C'est-à-dire le retour à Sion n'est pas quelque chose qui enfreint, n'est pas une infidélité, au contraire, mais c'est quelque chose qui vient renforcer notre judéité, notre identité juive à tous ces niveaux. Et c'est pour ça, peut-être pour ça que un autre rabbin, bien des années après, dira la chose suivante. Herzl nous a rappelé, nous a appris à nous présenter d'une autre façon, d'une façon dont on a oublié de se présenter. C'est quoi? C'est que jusqu'à Herzl, eh bien, quand on nous demandait qui vous êtes, eh bien, nous répondions, nous, nous sommes juifs français, juifs allemands, juifs anglais, juifs russes, etc., etc., etc. Après Herzl, nous avons cessé de nous présenter en 3 mots. Nous avons commencé à nous présenter en 2 mots. Je suis juif. Ani Yehudi. Plus Ani Yehudi Tsarfati, Ani Yehudi Angli, Ani Yehudi Kikiki. Ani Yehudi. L'identité juive est devenue une identité autosuffisante qui n'a plus besoin de se tenir sur des béquilles nationales appartenant à d'autres nations. Et la personne qui l'a dit, c'est le Rav Eliyahu Avraham Kaplan, bien des années après le départ de Herzl. Et pour finir, qu'est-ce qu'a laissé Herzl? Pas seulement cette conscience de soi, cette fierté d'appartenance du peuple juif, cette foi dans ses prières, dans ce qui est écrit dans le Sidour, cette foi dans Hashana Abba Yerushalayim, mais il a aussi laissé des rails sur lesquels, exactement 13 ans après son départ, va venir se placer la déclaration Balfour, et ensuite, on l'a dit, il y a 100 ans exactement, la résolution de San Remo qui accorde à la Grande-Bretagne le mandat
sur Eretz Israël pour y installer un foyer national juif pour le peuple juif. Et cette décision fait encore force de loi au niveau du droit international. Je ne parle pas de sa signification historique, etc., mais même au niveau du droit international, eh bien, c'est encore aujourd'hui, plus que jamais, d'une actualité plus que prégnante. Eh bien, toutes ces choses-là, et bien d'autres, j'en ai dit à peine quelques-unes. Vous pouvez consulter cela sur pas mal de sites, surtout bon, moins en français qu'en hébreu ou en anglais. J'invite encore une fois à lire le livre de Dr. Yitzhak Weiss, Theodor Herzl, une nouvelle lecture. Les choses dont je vous ai parlé, vous pouvez les trouver bon, en hébreu. Je dois la mettre sur le site de l'Institut du Centre Herzl. J'ai eu la chance et le plaisir et l'honneur d'écrire là-bas pas mal de papiers sur l'identité juive de Herzl, ses rapports avec sa tradition, sur ses rapports avec Jabotinsky, etc., sur sa visite en Eretz Israël et d'autres choses, mais cela laisse véritablement comprendre pourquoi cette personne ne laisse pas tranquille son peuple plus de 100 ans après son départ, tant ses détracteurs que ses admirateurs, et que encore aujourd'hui, on cherche à savoir pourquoi est-ce que il est si important. Encore une personne dont j'ai oublié de parler et qu'il faut citer peut-être véritablement dans ce contexte, c'est le Rav Yosef Ben Shushan, qui consacre beaucoup de son œuvre et de ses cours à Binyamin Zevert. C'est le Rav Uri Cherki, naturellement. Bon, c'est encore un personnage à découvrir, à redécouvrir, à connaître et à reconnaître tant dans le passé que dans notre présent. Voilà, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va parler de David Ben Gurion. Ensuite, on va enjamber, on va continuer avec Jabotinsky et le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Voilà, Kol Tov et bonne continuation.